Non, non, ouais, c'est bon. Super. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. On va laisser quelques instants pour que la salle virtuelle se remplisse. Le nombre de participants qui augmente. Voilà, j'ai l'impression que on va pouvoir démarrer ce webinaire, donc inclus dans le cycle de webinaire. Je vois que ça résultat. Encore quelques personnes qui nous rejoignent. Donc voilà, merci aux participants. On va démarrer. Je vais commencer par me présenter et présenter mon camarade de présentation pour l'animation de ce webinaire. Je m'appelle Louis-Alexandre Louvet, je suis associé chez Islin et j'ai la joie et le bonheur d'animer ce webinaire avec Vivien Pertuso, qui est directeur adjoint du Lab, qui est une entité qu'on va présenter un peu plus en détail, mais qui observe une entité de veille au sein de BPI France, de veille et de réflexion stratégique. Avec Vivien et avec le Lab, on a commencé à regarder ces choses-là il y a quelques années et avec différents aspects évidemment. Et on a, on a fait une première conférence en 2018 sur le thème de perdu dans la transformation. Perdu dans la transformation parce que ce qu'on voit, c'est que le monde actuel bouge excessivement vite et relativement fort. Et le Lab, face à ça, a conçu un cadre méthodologique dont on va vous parler pendant ce webinaire, parce que c'est l'objet de ce webinaire, donner un cadre à la fois de prise de recul pour les dirigeants de PME et de TI face à tous ces bouleversements et qui est un cadre de réflexion et d'action, puisque vous verrez qu'il y a différentes étapes dans la montée en charge de justement ce cadre d'action de transformation. Parmi les convictions qu'on partage avec Vivien, c'est cette transformation, elle est très profonde et on est nombreux hein, à être plus ou moins perdus à différents niveaux. Et souvent, on vit comme des sortes d'agressions, les Cassandres et le thème de il faut absolument changer, sinon on va se faire ubériser. Donc, nous, on a pris le braquet, ou on a changé de braquet par rapport à ça en cherchant deux choses. D'abord, une démarche qui se veut plus bienveillante et bonifiante, avec des exemples qui sont plus proches des PME et des ETI en France. Pas nécessairement se complexer, se comparer systématiquement à Apple ou Google, mais plus à ceux qui l'ont fait à côté de chez soi, parce que c'est des exemples qui peuvent nous parler plus, face, face auxquels on a plus envie de bouger, avec lesquels on a plus envie de bouger. Et même si je vous disais en introduction que cette conférence, on l'a faite en 2018, quand on a préparé celle de cet après-midi, on s'est dit deux choses. La première, c'est qu'on ne pouvait pas faire l'impasse sur les sujets liés à la crise qu'on vient tous de traverser avec le Covid et le confinement, et qu'on espère tous d'une certaine façon en grande partie derrière nous. Mais on ne pouvait pas faire l'impasse, donc on a pris en compte les exemples récents qu'on a vu émerger
et puis que les axes et le cadre d'action, finalement, étaient bien illustrés au travers de ces exemples et donc restaient quelque chose d'assez robuste. Donc, je passe la parole à Vivien pour qu'il nous, après cette introduction, pour qu'il nous présente finalement de quoi parlons-nous avec le perdu dans la transformation, de quoi parlons-nous de cette transformation, laquelle est-ce? Merci beaucoup Louis-Alexandre, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être en co-animation avec Louis-Alexandre. C'est pas notre première fois, mais en tout cas c'est notre première fois en distanciel, même pas dans la même pièce, donc ça montre que si les choses évoluent, parce que c'est quelque chose qui aurait été plus difficile à envisager de manière aussi fluide il y a encore 4-5 mois je pense. Effectivement, quand on parle de transformation digitale, là sur la slide, vous voyez différents termes qu'on entend et qui veulent plus ou moins dire la même chose, qui sont utilisés comme des synonymes assez régulièrement. Nous, ce dont on parle aujourd'hui et ce dont on parle quand on parle de transformation digitale, en réalité, c'est de transformation globale à l'ère du digital. Très brièvement, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a une confusion des termes, notamment entre transformation digitale, transformation numérique et digitalisation, qui veulent dire plus ou moins la même chose, pourrait-on penser, mais en réalité, quand on parle de ça, on parle surtout de mettre du digital dans l'entreprise avec des outils, digitalisation de process, etc., etc. En réalité, nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est qu'il faut in fine, aller vers une transformation globale de l'entreprise, une adaptation de l'entreprise à l'ère du digital, à la fois dans ses processus internes, mais également dans son offre vis-à-vis du client, etc. Mais je vais y revenir dans une seconde. Donc vraiment, on est dans une dynamique beaucoup plus globale de la transformation de l'entreprise à l'ère du digital, ce qui permet aussi un petit peu de démystifier la chose. L'idée, c'est pas d'avoir du digital à littéralement tous les échelons de l'entreprise et du digital partout, mais vraiment d'avoir à l'esprit qu'on est entouré, on est dans un environnement où le digital offre énormément d'opportunités que toutes les entreprises peuvent saisir. Quand on a fait, Louis-Alexandre en parlait en introduction, on a commencé à travailler sur le sujet au sein de BPI France Le Lab. Donc, c'est en un mot, le Lab, c'est le think tank de BPI France qui travaille principalement sur les questions liées aux PME et aux ETI. Donc, quand on a commencé à travailler sur ce sujet en début 2017, on a fait un profilage qui nous a amené à 3 types de dirigeants. Vous pouvez dire en 2017, ça a probablement changé, peut-être, mais tant qu'à faire, le fond des profils reste assez pertinent aujourd'hui. Donc, on a des attentifs, des empiriques et des précurseurs. Alors, à l'époque, on avait cette répartition que vous voyez à l'écran qui montre que on a encore une grosse majorité d'entreprises qui font face à cette transformation, mais ne sont pas totalement actrices de cette transformation. Finalement, les attentistes, qu'est-ce que c'est? Ce sont généralement des dirigeants d'entreprise qui sont au pire réfractaires par rapport au digital, ça ne les concerne pas, c'est pas le temps pour leur entreprise, c'est pas le moment, etc. Donc ça, c'est des gens, ce sont des dirigeants, ce sera très difficile de les amener au digital parce qu'il y a presque une résistance idéologique à ces enjeux-là. Ensuite, vous avez ceux qui sont plus et qui ne savent pas vraiment par où commencer, mais qui sont intéressés par ces enjeux. Ensuite, vous avez les empiriques. Les empiriques, ce sont ceux qui font de l'expérimentation, si vous voulez. Ils testent de nouvelles choses, ils voient que les choses évoluent, etc. Mais ce n'est pas forcément très structuré au sein de leur entreprise. Et enfin, vous avez les précurseurs qui ont, eux, une approche vraiment structurée. Ils savent où ils veulent aller, ils savent que la transformation va prendre du temps, mais ils mettent les moyens pour la réussir. Alors comme le disait tout à l'heure Louis-Alexandre, c'est vrai qu'on a voulu aussi adapter notre présentation et lui donner une coloration un peu plus Covid, quand même, parce que je pense que personne ne peut négliger le fait qu'il s'est passé beaucoup de choses ces derniers mois. Donc il y a quelques illustrations sur cette slide. J'imagine que certains d'entre vous ont peut-être vu passer certaines de ces illustrations ou certaines de ces citations pour montrer à quel point
beaucoup de choses qui peut-être paraissaient impossibles au mois de février 2020 sont devenues une nécessité de survie parfois en juillet 2020. En l'espace de quelques mois, effectivement, il y a eu une accélération de cette transformation, une accélération des besoins de s'adapter à tous ces enjeux. Alexandre, je te laisse la main. Oui, parce qu'effectivement, on voit qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées, que ce soit au titre personnel ou professionnel, depuis ces dernières semaines. Certains qui veulent regarder le verre à moitié plein parlent d'années gagnées par rapport à cette transformation. Nous, ça renforce nos convictions profondes qui nous ont guidés jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises en France et ailleurs, mais j'ai envie de dire le terrain de jeu à la fois de BPI France et puis d'Islin concerne souvent des entreprises en France qui peuvent après être exportatrices, mais bon, qui font que on se dit les entreprises, les PME et les ETI ont beaucoup d'atouts pour réussir. Pour citer des atouts qui paraissent évidents, mais incarner ces atouts, il y a beaucoup de marques qui sont assez anciennes, prestigieuses en France. Vous avez des équipes absolument incroyables et compétentes, avec un niveau de formation qui est un atout. Ensuite, l'autre conviction, c'est comme disait Vivien tout à l'heure, c'est cette transformation elle est souvent poussée par le numérique et donc toute l'industrie du numérique, mais elle va bien au-delà. Et on a été nombreux à suivre la vague ERP, la vague du site Internet, la vague de maintenant de l'IoT, du big data, de la blockchain et ainsi de suite et ainsi de suite. Et finalement, derrière toutes ces vagues, il y a, il y a une lame de fond qui va bien au-delà des outils, qui est beaucoup plus profonde, qui va toucher ses clients, ses équipes, ses fournisseurs, la façon dont on travaille. Et donc, cette transformation, c'est certainement pas que des outils, même si on est assez facilement ramené par le marché à parler outils. Il ne faut pas. Il faut aller au-delà. Par ailleurs, sur l'axe horizontal, on est tous concernés. Ça veut dire que, quel que soit le rôle qu'on a dans l'entreprise, à un moment ou à un autre, ça nous touche. Qu'on soit livreur avec un smartphone ou patron dans sur son siège social à la Défense. On est tous, à un moment ou à un autre, touchés par ça. Donc, ça veut dire qu'on doit tous faire des efforts par rapport à cette transformation. Et comme on est tous touchés, on est tous différents, et les entreprises sont toutes également impactées, bah, finalement, même si on va chercher à vous présenter un cadre de réflexion et d'action, il n'y a pas de recette unique. C'est-à-dire que ce cadre, c'est une proposition pour guider les entreprises et qui est à la carte. Ça, c'est très important parce que en fonction de là où vous en êtes, vous allez utiliser telle ou telle partie et telle ou telle priorité en fonction du contexte. Une fois que j'ai présenté ces principes, on va rentrer dans ce qu'on a appelé les clés de la réussite, où finalement les ambitions sous-jacentes à ce cadre d'action, qui sont au nombre de 4 et que Vivien va vous présenter. Oui, tout à fait. Alors, il y a 4 objectifs qui, vous allez le voir, sont des ambitions qui sont finalement assez classiques et assez proches de la réalité de n'importe quelle entreprise. La première, elle concerne le client. Donc là, Alexandre, il va falloir que tu cliques pour faire défiler les ambitions. Voilà, merci. La première, elle concerne le client. L'idée, in fine, c'est de transformer le client en ressource pour l'entreprise. En un mot, qu'est-ce que ça signifie? Ça ne signifie pas que le client ne va plus devenir payeur et qu'il est inactif aujourd'hui, mais c'est faire en sorte que vous offriez à vos clients une expérience qui soit absolument parfaite, que vous connaissiez vos clients de manière parfaite, limite que vous soyez en capacité d'anticiper des besoins futurs et que vous rendiez les clients acteurs de votre réussite. La deuxième ambition concerne l'organisation.
évidemment, toute transformation implique une réorganisation interne. C'est peut-être d'ailleurs le pilier qui est le plus difficile et souvent celui qu'on oublie le plus dans une transformation. C'est pas parce qu'on a les bons outils, c'est pas parce qu'on est client-centrique, qu'on a la meilleure offre, que forcément l'organisation et les transformations à l'intérieur de l'organisation vont se faire de manière naturelle. Donc c'est probablement l'axe le plus important et celui qui prend généralement le plus de temps à réussir. Donc il y a tout un travail à mener sur plusieurs mois, plusieurs années pour reconsidérer son organisation et faire en sorte que les pratiques managériales, les outils qui sont à disposition des collaborateurs, l'engagement des collaborateurs pour la réussite de cette transformation soient véritablement mis en œuvre. Le troisième objectif, c'est de passer en logique ouverte. C'est vraiment pour s'adapter aussi aux PME et aux ETI, aux plus petites entreprises d'une manière plus générale, qui ne peuvent pas tout faire. Quand on parle de transformation de son entreprise, forcément, ça nécessite des investissements d'un point de vue financier, mais d'un point de vue humain. Ça nécessite d'acquérir de nouvelles compétences en interne, mais parfois, on ne peut pas tout faire en même temps. Et donc, le plus sage et souvent le plus pertinent, c'est de créer des partenariats, de s'insérer dans des écosystèmes, voire de créer son propre écosystème. Et ça, c'est quelque chose qui nécessite aussi une maturité organisationnelle, une maturité du dirigeant assez forte. Et la dernière ambition pour finir, c'est de passer du produit à l'usage. C'est probablement maintenant quelque chose qui est devenu assez commun, mais je précise juste ce qu'il y a derrière. L'idée, c'est que vendent des produits ou des services de manière assez individualisée. On vend un produit, on vend un service, mais on ne vend pas forcément l'usage de ce produit ou l'usage de ce service. On vous montrera quelques exemples par la suite. Mais il y a une citation que j'aime beaucoup d'un dirigeant de TI, qui est notamment dans la sécurité et qui nous a dit quand on a réalisé notre étude en 2017, je ne vends pas des barrières, je vends de la sécurité. Ça peut paraître simplement du marketing, mais en fait, c'est tout un état d'esprit qui est modifié par cette approche-là, qui est je ne vends pas simplement des barrières de sécurité, je réponds à un besoin client et je réponds à l'usage que mon client souhaite faire de mon produit. Donc, le premier axe sur lequel les entreprises ont beaucoup de mal à exister et pour lesquels la plupart d'entre nous nous levons le matin, c'est le client. Et comment le rendre plus actif, comme l'expliquait Vivien. Donc, on va commencer par deux exemples récents qui rappellent à quel point on peut, même en temps de crise, créer à minima un capital sympathie ou renforcer le capital sympathie, qui est un premier pas dans le gain des parts de marché avec ses clients. Le premier exemple, c'est un métier, a priori, qu'on n'attend pas trop pour plein de raisons. Peut-être aussi parce qu'on en a une image d'Épinal ou une expérience personnelle avec des anecdotes. C'est un métier établi qui est le syndic. Le syndic de copropriété, donc celui qui gère la copropriété, qui en assure la comptabilité, qui organise les travaux. Donc, j'ai envie de dire, ça existe depuis très longtemps. La loi qui régit ça, elle date de 1967. Elle a bougé de façon incrémentale depuis une dizaine d'années, mais c'est quand même un métier établi, historique. Et il se trouve que parmi les différents acteurs de ce marché, il y en avait un qui s'appelle Loiselet des Gremont, qui est plutôt en région parisienne, qui avait commencé à mettre un certain nombre de services en ligne depuis plusieurs années. Et pourquoi on l'a pris pour illustration par rapport à cet axe client, c'est que finalement, ces transformations qu'il avait engagées lui ont permis, pendant le Covid, plusieurs choses. La première des choses, ça a été de maintenir la relation client. C'est idiot, mais quand vous avez un téléphone fixe qui est compliqué à rerouter et que vous, copropriétaire, vous constatez une fuite dans votre immeuble et que vous n'avez pas le moyen d'appeler le gérant de votre copropriété parce qu'il ne peut plus aller au bureau, ben, il n'y a plus de relation client. Là, ils avaient mis tellement de choses en ligne qu'ils pouvaient maintenir cette relation client. Par ailleurs, l'embouteillage que constate cette profession, qui est l'embouteillage de questions qui peuvent être traitées en mode self-care,
ou en mode autonome du client était déjà mis en place avec tous les documents clés qui sont mis en ligne. Donc là, ça veut dire que les clients ont accès avec une réponse immédiate possible à toutes les questions qui peuvent se poser. Également, vous avez dû le voir peut-être un moment dans la presse, mais parmi les premières mesures passées, il y a eu un report de toutes les assemblées générales avec des contrats de syndic jusqu'à la fin de l'année pour les aider à passer la complexité des réunions physiques et notamment l'assemblée générale. Donc là, comme on ne pouvait plus se réunir, le gouvernement a dit, voilà, il n'y a plus d'assemblée générale pendant cette période et tous les contrats de syndic sont prolongés. En parallèle, l'exemple qu'on donne, lui, il militait pour mettre en place des visioconférences pour faire des assemblées générales. Et il se trouve qu'il l'a fait pendant la période, donc ça lui a évité plein d'effets d'engorgement, et donc il a pu maintenir un bon niveau de satisfaction de ses clients. Et en fait, il a quasiment anticipé une évolution, parce que les syndics, comme je vous disais, il y a une loi de 1967 qui les bride, enfin, qui borne leur activité, et les nouveaux décrets là, qui datent de début juillet ont permis d'ouvrir les services qui avaient pu être anticipés par l'OASLE, qui avait déjà mis en ligne un certain nombre d'entre eux. Donc, vous voyez ce capital sympathie, cette persistance ou résilience auprès des clients, avec la transformation qu'il y a derrière, a permis de se positionner, de continuer à gagner des parts de marché. Et ça, c'était pour un métier qui avait bien engagé sa transformation sur un secteur qu'on n'attendait pas forcément. Maintenant, Vivien, je te laisse présenter. Oui, alors pour le coup, après un exemple d'une entreprise qui avait déjà pas mal engagé sa transformation, on voit elle a pu capitaliser dessus pendant les mois de confinement et de déconfinement, en tout cas de distanciation sociale poussée. Il y a un autre exemple qui est assez intéressant avec les cercles de la forme. C'est une Est-ce que enseigne vous de avez salle un de chargeur sport. d'iPhone? Ah, Super. il y a quelqu'un d'autre qui est connecté. Merci. Donc oui, avec les cercles de la forme. Donc les cercles de la forme, c'est une enseigne de salle de sport qui, à l'inverse, avait très peu engagé sa transformation avant le confinement. Vous le savez, les salles de sport ont été fermées pendant une longue période de temps et n'ont rouvertes qu'au mois de juin. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant cette période-là, ils ont commencé à faire des choses assez basiques en soi pour beaucoup, mais qui pour eux étaient déjà assez importants, c'est faire des cours en ligne, puisque c'est quelque chose qu'ils ne faisaient absolument pas auparavant. Ensuite, ils ont préparé le retour en présentiel avec la création d'une application qui permet de réserver sa place pour les cours. Alors, là, ils ont fait avec les contraintes aussi, puisqu'il y a une contrainte de distanciation sociale. Et donc, pour pallier cette contrainte, ils ont créé une application. Donc, on peut désormais réserver ses cours sur l'application ou en ligne, ce qui permet de savoir combien de personnes seront présentes, etc. Ils ont également mis en place un système de jauge à l'intérieur de la salle. Donc, on doit badger au début on doit badger à l'entrée de la salle et à la sortie de la salle, ce qui permet, pour eux, de savoir combien de temps les personnes restent, également de savoir le nombre de personnes qui sont à l'intérieur de la salle, et cette information est diffusée sur le site internet. Donc pour les personnes qui peuvent être un peu craintives par rapport à la situation aujourd'hui, ils peuvent se dire, là il y a trop de monde dans la salle, j'ai pas forcément envie d'y aller maintenant. Également, on voit que tout ça génère une autre manière d'aller dans sa salle. On prépare finalement son passage dans une salle par rapport au fait qu'il y a encore la distanciation sociale à avoir, les gestes barrières, etc. Donc d'une entreprise qui avait très peu engagé sa transformation pré-Covid, on a vu une accélération en partie liée aux contraintes qui existaient, mais aujourd'hui, ils ont su transformer ces contraintes en opportunités, parce que ça permet aussi de professionnaliser l'enseigne aux yeux des clients. Et après ces deux exemples, en fait, ce qu'on a identifié dans le cadre d'actions dont on parlait pour guider cette transformation, ça permet
L'objectif étant de passer d'un client, comme le décrivait tout à l'heure Vivien, qui qualifiait de consommateur, acheteur et un peu passif, qu'on peut tous être dans la vie de tous les jours, à un client nettement plus actif qui devient, dans certains cas, un ambassadeur, voire au-delà, vis-à-vis de l'entreprise. On a identifié 3 étapes. La première, c'est finalement de revenir à la source et de bien connaître ses clients, avoir avec eux de la proximité. On a tous le sentiment de les connaître, mais la question qu'on peut se poser, c'est comment cette connaissance est partagée dans l'entreprise. À quel point on est conscient collectivement des différentes, des différentes personnalités, parce que je n'ai pas envie d'utiliser des termes trop marketing, mais des différentes personnalités de clients qu'on a, et de la façon dont ils peuvent être abordés par l'entreprise et de la façon de les servir. Et donc, cette connaissance, elle est à approfondir en permanence, évidemment, et à diffuser, à enrichir collectivement en permanence. Quand on connaît bien ses clients, c'est plus facile, une fois qu'on est sur cette première marche, d'aller sur la deuxième, qui est d'avoir pour chacun d'entre eux des approches individualisées ou une personnalisation de l'offre. Envisager des services additionnels parce qu'on identifie des opportunités de les servir mieux, de les servir autrement, plus loin, avec des choses qui existent déjà dans ces offres, mais qu'on va rajouter par rapport à un client auquel on n'avait pas nécessairement pensé initialement, voire des choses qu'on va développer spécifiquement, qu'on va développer spécifiquement pour eux, ce qui va nous amener à évoluer dans un troisième temps vers une relation encore plus imbriquée avec ces clients, qui existe déjà depuis longtemps dans un certain nombre d'industries. Il y a des industries où les processus sont tellement intimement liés entre un fournisseur et, et des assembliers que on y était déjà. En revanche, ce n'était pas valable partout et c'est des bonnes pratiques puisqu'on va rentrer plus profondément dans la connaissance de son client, dans les services qu'on peut lui rendre. Et donc, lui-même va être capable de nous challenger sur l'offre, voire de nous indiquer des nouvelles voies à suivre. Et c'est là qu'on transforme le client justement en actif, ressource au sens capable de nous aider, entreprise, à avancer dans l'élaboration de l'offre et la façon d'approcher le marché. Donc, après le client, qui est le cœur du réacteur d'une certaine façon, ou en tout cas la raison pour laquelle on se lève tous les matins, c'est pas pour autant qu'on se couche le soir triste quand on a une bonne équipe. Et donc, ça nous permet d'avancer vers un thème extrêmement central dont parlait Vivien au début, qui est un thème qui prend souvent énormément de temps puisqu'on joue, enfin on joue, en tout cas on est amené à transformer des habitudes individuelles et collectives. Et à ce titre-là, c'est un thème qu'il ne faut pas sous-estimer et qui mérite une attention entière. Donc c'est l'organisation. Tout à fait. C'est un vrai sujet. Je ne vais pas me répéter par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'importance de ce pilier, de cette ambition et le fait que c'est quelque chose, qu'il ne faut pas négliger, mais surtout deux, qui est véritablement central dans la réussite de la transformation de son entreprise. Et plutôt que de vous donner un seul exemple d'entreprise, on a décidé avec Louis Alexandre d'utiliser peut-être ce qui a été un des principaux marqueurs, en tout cas pour beaucoup d'entre nous ces derniers mois, c'est la généralisation du travail à domicile, on va l'appeler plutôt comme ça, plus que le télétravail, parce que c'était un peu forcé, et également des réunions à distance, parce qu'on a tous connu une explosion des calls, des visios, la multiplication d'outils pour faire des réunions à distance. Je ne les citerai pas tous, mais vous les connaissez tout aussi bien que moi. Et ça, dans des organisations qui parfois n'étaient absolument pas habituées à le faire. Pour avoir fait beaucoup d'ateliers dirigeants avec des clients de BPI France ces derniers mois, pour avoir beaucoup discuté de cette question-là, la question du télétravail, pour beaucoup, était un non-sujet.
Ça ne faisait pas partie de la culture de l'entreprise. On ne faisait pas de télétravail. Donc, de fait, on ne faisait pas de réunion à distance. Donc, de fait, rien n'était dématérialisé. Et des freins ont sauté, des verrous ont sauté par contrainte, parce qu'il n'y avait pas d'autre manière de faire tourner son entreprise. Et forcément, eh bien, ça crée de nouvelles habitudes. Si je vous donne juste deux exemples très rapides, le premier, c'est alors deux entreprises qui ont vocation à n'en devenir qu'une seule, c'est Loxos et Matou, qui sont deux petites PME qui sont dans le mobilier pour crèches. Donc, c'est deux entreprises qui ont dû faire du télétravail pour la totalité des effectifs qui se sont retrouvés sans outils en termes de réunion à distance, dans l'incapacité de s'occuper des factures, puisque tout était en papier. Et donc, ils ont dû s'adapter très rapidement à de nouvelles habitudes. Et ce qui explique très bien sa dirigeante, c'est qu'en réalité, cette période a été extrêmement productive parce que tout le monde s'est mis en ordre de marche, tout le monde a extrêmement bien travaillé avec les nouveaux outils, tout le monde s'en est emparé, en dépit du fait que certains étaient assez réfractaires par rapport au télétravail, parmi les collaborateurs également. Et surtout, ce qu'elle expliquait, c'est que en vue de la fusion à venir des deux entités, ça a permis aussi de rapprocher les équipes qui sont sur deux sites différents et qui ne se connaissaient pas véritablement. Et donc là, ça a permis de créer cette connexion entre des équipes qui ne se connaissaient pas a priori. Un autre exemple sur le télétravail et les réunions à distance, avec un cabinet de conseil qui s'appelle Prérequis, et qui, jusqu'avant le confinement, devait prendre toutes ces décisions, alors que les consultants étaient principalement chez les clients, prenait toutes les décisions de projets liés, de projets internes en physique. Donc il fallait que les gens se rencontrent. Ce qui n'est pas forcément évident quand on est chez le client toute la journée. Et donc ils attendaient le soir, assez tard, pour faire des réunions en physique, pour prendre des décisions. Et donc là, ils ont décidé de changer ça. Ils n'avaient pas forcément le choix non plus, mais surtout de pérenniser après le déconfinement et la possibilité de retourner chez le client. Et ils ont décidé de pérenniser les réunions à distance et la prise de décision sur des projets internes, principalement via des visios plutôt que de faire des réunions physiques. Donc on voit que dans beaucoup de structures, ça a eu des incidences très fortes et on n'en voit probablement pas encore la totalité des résultats. Quand on a fait le guide, pour nous, le télétravail, c'était un des niveaux de maturité le plus élevé pour une organisation, parce que quelque chose qui ne vous échappera pas, c'est que quand on est en télétravail, notamment pour les managers, ils ne voient plus leurs équipes en physique. Et donc, il y a pour certains la nécessité de faire confiance, ce qui n'est pas toujours évident, et pour d'autres, une impression de perte de contrôle, ce qui n'est pas non plus évident. Donc, ça nécessite une maturité organisationnelle de se dire tous les collaborateurs ont de nouveaux outils pour bien travailler à distance, et ils vont bien faire leur travail, et ça permettra peut-être même de créer des coopérations à l'intérieur de l'entreprise qui ne se faisaient pas forcément alors que les gens étaient dans le bureau d'à côté. Voilà, en quelques mots un petit peu sur l'organisation. Et encore une fois, je pense qu'on n'a pas vu tous les effets de ces quelques mois de confinement et de déconfinement et de ce télétravail qui se généralise aujourd'hui. Et on n'a pas vu tous les effets et certaines entreprises ont quand même décidé de poursuivre dans cette voie. Vous avez dû lire quelques annonces dans la presse. Et donc, on va évidemment suivre ça avec intérêt pour voir à quel point c'est des effets post-traumatiques ou des choses plus durables. Parce que tout le débat est ouvert sur la distance et évidemment avec le numérique et compagnie et le présentiel. Et j'ai envie de dire, il y a à peu près 60 millions d'avis parmi les personnes enfin, habitant en France. Alors, je vois une question qui, selon vous, quelle partie de cette transformation est liée à l'envie des collaborateurs, à l'opposé de la crainte de se retrouver dans les mêmes locaux, et quelle partie est liée à l'aspect pratique du travail, du télétravail? Le présentiel a aussi ses avantages, donc je me pose la question. C'est une excellente question. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas nécessairement encore le recul pour
analyser ça au-delà de sondages, j'entends. Euh, Puisqu'il y a encore effectivement une crainte légitime par rapport au virus, dont on voit que dans le monde, il continue à faire des ravages. Il y a aussi des aspects pratiques qui peuvent être à la fois pour l'entreprise qui va couper ses coûts, parce qu'il y a des entreprises qui ont dès à présent, je pense notamment à un incubateur qui a annoncé dès avril qu'il allait rendre ses locaux. Euh, donc ça c'est peut-être aussi des effets d'aubaine, puisqu'il n'y avait plus d'opérations, donc on avait des problèmes de liquidité. Donc on annonce qu'on réduit les coûts en surfant sur un effet de mode. Il y a des effets pratiques qui sont liés aux collaborateurs, dont certains ont un grand temps de transport et ont découvert avec joie qu'ils pouvaient être efficaces sans se déplacer et donc gagner 2 à 3 heures par jour de transport. Donc, il y a pas mal de raisons qui sont valables. Et je pense qu'au-delà des sondages, dont je n'ai pas encore vu les résultats aujourd'hui, hein, je suis sûr que ça apparaîtra d'ici la rentrée. Euh, Ça pourrait éclairer sur comment se positionnent les uns les autres par rapport au télétravail. Il y a une étude récente de la chaire immobilier, donc chaire immobilier veut dire bureau, de l'ESSEC qui justement a creusé ce sujet-là. Je pense que c'est les choses les plus récentes que j'ai vues. Mais de toute façon, c'est quelque chose d'un peu durable et qui va au-delà du symptôme télétravail, puisque fondamentalement, c'est un travail, comme disait Vivien, avec des logiques organisationnelles, c'est à quel point on fait confiance et à quel point on est capable de sortir des silos ou de la hiérarchie habituelle, parce que pendant le Covid, la hiérarchie habituelle, eh ben, elle n'était pas forcément disponible. Donc, il a fallu s'adapter et de toute façon, l'adaptation fait partie de la résilience de l'organisation. Donc, la première étape, c'est cette capacité de l'organisation à créer de la transversalité sans changer nécessairement son organigramme, mais au moins à se projeter sur des organisations transverses ou des modes d'animation et de collaboration transverses. Après, on passe à une étape où on va commencer à faire bouger l'organisation pour créer encore plus de transversalité, plus d'interaction. Et puis, à la fin, troisième étape, et encore une fois, ces choses-là prennent du temps. Et il n'y a pas un modèle. Mais en revanche, troisième étape quand même dans la réflexion, c'est de se dire à quel point on est capable de s'organiser dans ce qu'on appelle en réseau, c'est-à-dire d'avoir une organisation extrêmement souple, agile, capable de se reconfigurer en des temps courts. Ce qui est, comme vous le voyez sur la diapo, l'organisation dite agile, ouverte et collaborative, qu'on pourrait qualifier de résiliente, ou alors même en clin d'œil à la première conférence d'ouverture de tout ce saloon de nouvelle génération que nous décrivait Luc Breton, et qui s'appuie finalement sur des piliers ou des envies, des motivations humaines d'inclusion, d'autonomie et de développement personnel qui font que ben, on s'y sent bien et la transformation, elle a atteint un point où elle est lancée et elle peut continuer dans les meilleures conditions. Ça, c'était par rapport à l'organisation. Et si on sort de l'entreprise et qu'on place l'entreprise dans son ensemble d'acteurs, parce qu'une entreprise, elle est rarement toute seule dans une économie, elle a des acteurs autour, on a parlé tout à l'heure des clients, mais elle a également d'autres partenaires. Et je laisse Vivien vous donner son exemple. Merci Louis Alexandre. Alors c'est un exemple qui est assez intéressant dans Cadieux. C'est une ETI française donc spécialisée dans la fabrication de portails, de clôtures et garde-corps aluminium ou PVC sur mesure et qui est donc en B2B2C, donc qui passe par des réseaux de distribution soit via des artisans, soit via des grandes enseignes comme Leroy Merlin par exemple. En fait, ce qui s'est passé pendant cette crise, c'est qu'on a eu la combinaison de deux facteurs. Un premier facteur qui jouait sur la distribution, dans le sens où les artisans avaient décidé de cesser leur activité. Et donc, en cessant leur activité, le Cadieux ne pouvait donc plus vendre, ce qui a un peu surpris l'entreprise, sachant que ce sont des entreprises qui sont
travaillent généralement seuls sur la cause des portails, mais ils ont décidé d'accompagner les artisans dans la reprise de l'activité. Donc là, il n'y a pas quelque chose forcément de très digital là-dessus, mais ils ont décidé de les accompagner en respectant les gestes barrières et la distanciation sociale. Donc la première chose, ça a été eh bien, de les aider à, par exemple, faire des rendez-vous en ligne. Les artisans que Cadio a dans son écosystème, ce sont des entreprises qui sont oui, des entreprises qui sont généralement peu digitales. Et donc, Cadio a décidé de les accompagner pour faire, par exemple, la prise de rendez-vous en ligne, des devis en ligne, mais également du marketing digital. Donc, pour essayer de pousser des offres auprès du client final, Cadio a fait du marketing digital, donc en passant par exemple par Pinterest. Et on a vu en l'espace de quelques semaines plusieurs centaines de dossiers qui ont été, de dossiers de nouveaux portails, de nouvelles clôtures, qui ont été signés, et donc autant de nouvelles affaires apportées aux artisans via ce marketing digital. Donc là, on voit que c'est vraiment une logique d'écosystème où Cadio s'est mis au service de ces artisans pour les aider à reprendre leur activité, pour les aider à transformer la manière dont ils travaillaient avec les clients finaux, et également pour les aider à trouver de nouvelles offres, de nouveaux projets, de nouvelles affaires. Donc là, c'est vraiment cette logique écosystémique qui a permis à Cadio de traverser cette crise. Après, pour en arriver à ça, naturellement, ça passe par plusieurs étapes et surtout, ça passe par une vraie confiance. Créer des partenariats, c'est pas nouveau. Mais je pense que tout le monde est bien conscient du fait que il y a des ingrédients qui sont incontournables pour réussir de bons partenariats, notamment le fait de partager des valeurs communes, le fait d'avoir les mêmes cibles clients et le fait de travailler depuis plusieurs années sur, à minima, de bien se connaître pour être sûr qu'on va dans la même direction. Et ça, c'est vrai que le digital ouvre de nouvelles portes, mais également de nouvelles difficultés. Parce qu'on peut avoir des entreprises qu'on va appeler traditionnelles et des entreprises plus digital native, qui voudraient travailler ensemble, mais là, il y a un choc des cultures. Donc, il y a vraiment cette notion de partenariat avec des petits projets dans un premier temps pour aller vers des choses qui sont plus fondamentales. Et entre deux entreprises traditionnelles, c'est souvent le partage de données qui peut jouer. Ensuite, il y a cette logique de rentrer dans une dimension écosystémique. C'est très difficile de développer son propre écosystème, donc c'est mieux de commencer par la collaboration au sein d'un écosystème avant de pouvoir créer son propre écosystème. Je ne vais pas développer parce que le temps ne nous le permet pas. Je vais redonner la parole à Louis-Alexandre pour la dernière ambition. La dernière ambition, c'est de passer du produit à l'usage. On pourrait dire, ça existait déjà, on passait du produit au service. Effectivement, ça s'inscrit un peu dans cette logique-là. Un cran plus loin. C'est-à-dire que pour commencer par un exemple qui est lié vraiment à ce qui s'est passé récemment, vous avez un acteur qui est une plateforme de livraison de repas frais qui s'appelle Frishti, dont vous avez peut-être pu voir sur d'autres sujets des articles de presse, mais ce qui nous intéresse là par rapport à l'exemple, c'est que Frishti, au démarrage de la crise, était plutôt une entreprise qui avait des atouts pour elle, dans la mesure où c'était fortement digitalisé. Sauf que, en fait, 50% de ses clients, c'était les entreprises. Donc, du jour au lendemain, confinement oblige, elle perd 50% de ses clients. Là-dessus, ce qu'elle se dit, c'est d'abord, évidemment, il faut sécuriser à la fois la promesse, parce qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes vis-à-vis des particuliers restants sur la qualité de la restauration à domicile et la qualité des livraisons. Donc, il fallait absolument mettre en place des mesures drastiques, ce qu'ils ont fait. Et puis, aussi vis-à-vis, évidemment, de son personnel et des livreurs. Donc, hygiène renforcée, livraison sans contact, communication aux clients, particulier, ceux qui restaient. Là-dessus, pourquoi on regarde comme un exemple du passage du produit à l'usage, c'est qu'entre acheter un repas qu'on se fait livrer, même si c'est du frais, avec toute une philosophie, et eux, Frishti a poussé pour passer à l'usage finalement de la livraison de confiance à domicile, où on va se faire livrer par temps du repas finalement une gamme de produits frais
puisqu'ils ont étendu progressivement au fur et à mesure du Covid leur gamme de produits avec des produits non préparés, frais, en tout cas c'est leur promesse, et puis plus récemment avec des produits frais et sains, puisqu'ils sont alliés avec une gamme de produits qui se revendique justement, c'est l'offre Respire, qui se revendique une gamme très saine. Et là, on est sur toute une nouvelle gamme de produits qui n'est pas nécessairement frais, mais qui se revendique sur quand même une gamme saine. Donc là, on passe de je livre des repas à l'usage de finalement, je suis chez moi et j'ai besoin de choses diverses et variées, mais mon usage, c'est j'ai besoin d'un partenaire qui m'amène chez moi du frais ou du sain. Vivien, si tu veux faire en quelques mots le bâtiment. Je propose qu'on passe directement à notre matrice. Ce sera plus simple pour même à ça. Voilà, donc vous avez compris le principe pour passer de l'offre enfin, du produit à l'usage. De la même façon, ça se fait au travers de trois étapes, puisqu'on passe d'un produit à un bouquet d'offres et ensuite à des solutions intégrées qui sont encore plus engageantes pour l'entreprise, puisqu'on va être sur des logiques d'engagement de moyens, puis d'engagement de résultats, voire de performance, donc très très mesurable par le client. Donc c'est un usage qui veut coller au plus proche des attentes. Et maintenant qu'on vous a présenté donc, 4 axes et 3 étapes par axe, vous aurez moins peur quand on vous montrera cette matrice de 12 cases qui est finalement le réceptacle de toutes les étapes par lesquelles qu'on voulait vous montrer au travers de cette première présentation. En deux mots, effectivement, cette matrice, aussi imposante soit-elle, en réalité, se veut extrêmement simple et extrêmement adaptée aux besoins de toutes les entreprises. On l'a fait en se disant que ce n'est pas une méthodologie à suivre à la lettre. On commence au point A pour arriver au point Z. Chaque entreprise aura son expérience, aura sa culture, aura ses ambitions, aura ses moyens. Et donc, de fait, elle aura, quand elle voudra se positionner dans cette matrice, elle ne commencera pas forcément à gauche plutôt pour vous, elle ne commencera pas complètement à gauche de cette matrice. Ensuite, l'idée, c'est que tous les projets sont interdépendants, toutes les ambitions, tous les chantiers sont interdépendants. Et ça, forcément, dès qu'on commence un projet, on s'en rend bien compte, on ouvre une boîte de Pandore. La question n'est pas de se dire comment je le finis, mais plutôt qu'est-ce que j'ouvre en plus, qu'est-ce que je crée en plus, quels sont les moyens que je mets à disposition pour que tel projet, tel chantier aboutisse. Donc c'est vraiment l'ambition de cette matrice, c'est qu'elle puisse s'adapter à toutes les entreprises, à peu près à toutes les tailles, même si c'est vrai que c'est quand même plus une matrice qui s'adresse à des PME assez structurées ou à des ETI davantage qu'à des TPE. Je peux passer à la slide suivante. Oui. Ouais. Ah oui, pardon, j'ai anticipé. Voilà. Et donc, il y a 3 utilisations possibles du guide dont les liens vont apparaître après de cette matrice. La première utilisation, c'est de savoir par où commencer. Savoir par où commencer parce que c'est souvent une des questions qui revient dans la bouche des dirigeants d'entreprise. C'est oui, ok, je dois me transformer, par où commencer. Et donc là, l'idée, c'est de poser un petit peu les jalons de départ en se disant voilà à peu près où vous en êtes. Et ça, un dirigeant peut le faire juste à partir de la matrice, après la lecture du guide quand même. Mais ça l'aide à se situer dans cette matrice. La deuxième utilisation, c'est d'identifier ses priorités. Je le disais tout à l'heure, une PME ou une ETI n'a pas des moyens financiers et humains illimités. Donc les priorités sont essentielles. On ne peut pas tout faire en même temps, on ne peut pas mener tous les chantiers de front. Donc il faut prioriser, c'est essentiel. Et cette matrice permet aux entreprises de le faire. Et enfin, la troisième utilisation, c'est de communiquer la transformation auprès des équipes. Il n'y a rien de plus compliqué pour une organisation de voir qu'une transformation se passe, mais on ne sait pas où on va, on n'a aucune idée des moyens à disposition, des ambitions, etc. Donc là, ça permet de donner un cadre aux équipes pour les embarquer afin que cette transformation soit la plus réussie possible. Alors, juste avant de conclure, pour aller plus loin, qu'est-ce qui peut être fait? Ces documents, vous avez vu à un moment,
sont dans la philosophie open source, donc ils sont disponibles et gratuits en téléchargement sur le site de BPI France. L'idée étant que, comme le disait Vivien, il doit servir à alimenter la réflexion, la prise de recul du dirigeant, voire à s'auto-positionner, s'auto-évaluer par rapport à son entreprise. Après, évidemment, les lectures sont toujours saines, mais parfois sont nécessaires, mais pas toujours suffisantes. À ce titre-là, il y a également BPI qui propose, au travers de son université, un certain nombre de vidéos pour aller plus loin. Il y a également la possibilité d'avoir des ateliers plus personnalisés, plus individualisés. C'est pour ça qu'on a mis nos contacts, aussi bien Vivien que le mien, pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin et qui sentent que ça ne suffira pas, tous ces éléments en open source, pour aller jusqu'au bout dans son cas. Je vais vous remercier pour votre participation, remercier Vivien pour la coprésentation. Merci à toi. Je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, n'importe quoi, un bon après-midi. Et pour ceux qui ont la chance de partir bientôt, de très bonnes vacances, n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous voulez prolonger la discussion. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Au revoir.